Ferdinand, gardez le fil de votre développement. Je l'annonçais dans les titres. Abbas Kabwa est un homme politique. Alors comment a-t-il accueilli cette décision de la Cour constitutionnelle? Parce qu'il faut le rappeler, cette loi a été décriée dans tous les sens, y compris dans le milieu politique. Abbas Kabwa, bonjour. Bonjour Ambroise. Alors, la Cour constitutionnelle vient de déclarer non conforme à la Constitution 6 articles des nouvelles dispositions qui donnent trop de pouvoir à la HAC. Votre réaction? Je vous remercie Ambroise. Vous savez, si je vous dis que j'ai dormi cette nuit, j'ai menti parce que j'étais à réfléchir pour savoir si c'est la vraie Cour constitutionnelle du Togo qui vient de rendre cet arrêt. Si c'est la Cour constitutionnelle du Togo, ça veut dire que les lignes sont en train de bouger. Ça veut dire que M. Polo, M. Namtougouli, M. Salami, M. Amadoul, Aboudou Assouma et autres sont en train de se réveiller. Ils refusent désormais qu'on pointe la Kalachnikov sur le temple pour prendre des décisions uniques. Je voudrais saluer ce courage. Il faut qu'ils se situent aux côtés du peuple. Même s'ils sont nommés, il faut qu'ils se situent aux côtés du peuple et disent le droit. Je voudrais par ailleurs féliciter tous les journalistes, je dis bien tous les journalistes qui ont pris le courage à deux mains pour lutter contre ces lois uniques. Il y a encore 48 ans, j'ai écouté Kokutozum sur Africa 24, il était pitoyable. Je voudrais également dire au secrétaire général du gouvernement, qui est un éminent professeur de droit constitutionnaliste, Thierry Massina, ressaisissez-vous, parce qu'avant que les dossiers du Conseil des ministres n'atterrissent sur le Conseil, devant le ministre, il prend acte, il lit les dossiers, il traite les dossiers. Il faut qu'il donne toujours son avis. Il faut orienter le gouvernement. Ce gouvernement est incompétent, avec des gens comme Tim Auré, qui ne savent même pas comment est-ce qu'il faut interpréter une loi de la République, qui confondent les articles de la Constitution avec les lectures des textes bidons de l'UFC. Parce que ce garçon, ce qu'il a dit il y a quelques jours, ça fait froid dans le dos. Je voudrais vous terminer dire qu'en ce moment précis, je voudrais voir la tête des journalistes qui ont pris de l'argent, qu'on appelle communément les bitosards. Ressaisissez-vous, mes frères, parce que c'est un pays, le Togo, et non une propriété d'une famille, d'un individu. D'accord, merci. Nous allons aller. Écoutez Abbas Bonfo, et chaque fois Abbas Bonfo dit, c'est une loi importante, nous sommes contents de la voter. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous savez très bien que même le code que vous venez de modifier ne devait pas l'être parce que le protocole de Dakar recommande qu'à 6 mois des élections dans l'espace CEDEAO, on ne touche plus à la Constitution, aux lois qui sont liées à l'organisation d'une élection. Vous faites la honte de tout le peuple togolais et de toute l'Afrique, M. Abbas Bonfo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abbas. Cette fois-ci, ce n'est plus Abbas Bonfo, mais c'est Abbas Frédéric Kabwa. Il est le président du MRC, le mouvement des Républicains centristes. Alors, Ferdinand Mesraïté, la liberticité de cette loi était contestée même au sein de nous, journalistes, par certains. Aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle dit la loi, en tout cas par cette décision, la Cour confirme ou disons conforte les journalistes qui ont pensé à un moment donné que cette loi était liberticide. Alors que dire Je crois qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de s'occuper des autres. Nous avons dit dès le départ que cette loi était anticonstitutionnelle. Nous l'avons lu, relu, lu la Constitution. Nous sommes des gens assez intelligents, nous avons fait de très bonnes études. Nous n'avons pas fait des études approximatives. Donc nous avons lu et relu cette loi-là. Nous savons que la loi était anticonstitutionnelle. C'est pour ça que nous nous sommes portés au combat. Maintenant, ceux qui ont tenté de jouer à la diversion en disant tantôt elle est constitutionnelle, tantôt elle n'est pas constitutionnelle. J'ai même entendu des associations de défense de la Constitution qui se sont mélangées les pédales, tout ça. Et je crois que c'est quand même étonnant pour notre pays que des gens de la même corporation aillent soutenir les rédacteurs de la presse. Mais je crois qu'au-delà de tout, la polémique n'est pas là. Aujourd'hui, comme je le dis à tout moment, c'est un groupe qui se bat toujours et c'est l'ensemble qui profite après. Aujourd'hui, si cette loi est tombée pour tous les journalistes. Si la menace est éloignée, la menace est éloignée pour tous les journalistes.
Et donc, on ne peut que s'en féliciter. C'est vrai que depuis hier, j'entends les gens qui commencent par faire de la masturbation intellectuelle, qui veulent nous apprendre la syntaxe, comme ils ont commencé par le faire depuis le vote de cette loi, sur les mots interdiction et suspension. Ils ont recommencé en disant que la Cour constitutionnelle a coupé la poire en deux. Il n'y a pas de poire à couper en deux. La loi, c'est un tout. Oui. À partir du moment où une partie de la loi est jugée anticonstitutionnelle, c'est toute la loi qui tombe. Ce matin, le président de la République qui a saisi la Cour constitutionnelle ne peut pas promulguer la loi. Il ne peut pas le faire parce que la loi est anticonstitutionnelle. Heureusement et pour nous, c'est un motif de satisfaction et nous nous réjouissons d'avoir fait le bon combat, d'avoir été lucide, d'avoir vu venir et d'avoir senti le danger. Et je crois que l'honneur va à tous les journalistes qui se sont engagés dans cette bataille-là pour qu'on en arrive là ce matin. D'accord. Je crois que heureusement, nous avons un journaliste qui est avec nous. Le juriste que je ne suis pas voudrait savoir, Maître Afam-Medi, est-ce que par une étrange alchimie, on peut assister du jour au lendemain à un revirement de situation, c'est-à-dire qu'on nous dise demain par exemple que non, malgré tout cela, le chef de l'État a promulgué la loi, ou que même après la lecture, que des caractères ou le caractère liberticide de la loi soit encore là? Non, mais je crois que ce serait ridicule. Oui. Il revient au chef de l'État de prendre ses responsabilités, puisque c'est lui-même qui a saisi la Cour constitutionnelle, qui dit que certains articles sont anticonstitutionnels, que d'autres sont conformes à la Constitution. Il lui revient de faire ce qui est de sa responsabilité pour que la loi, qui est aujourd'hui remise en cause, soit relue dans l'intérêt de tous les citoyens. C'est à cela que je dis que M. Abbas Kaboua Frédéric a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Au niveau de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a des juristes. Au niveau du gouvernement, il y a des juristes qui, à mon humble avis, devaient attirer l'attention de ceux-là qui ne connaissent pas l'art juridique de revoir leur copie. C'est ce que je dis. Parce que pour moi, c'est scandaleux. On n'a pas besoin forcément d'aller gazer, d'aller matraquer les journalistes avant que cela ne se fasse. On vous a parlé de M. Yonglob Ebebo Amavi, qui souffre aujourd'hui. Il a vu sa mâchoire fracturée parce qu'il a crié son ras-le-bol pour dire mais cette loi est anticonstitutionnelle. On a tiré des balles en caoutchouc sur des journalistes. On a tiré des gaz lacrymogènes à bout portant sur les journalistes. Qui étaient en sit-in pacifique. Je crois que c'est scandaleux. C'est regrettable. On n'a pas besoin de ça avant que cela ne se fasse. C'est cela que je dis qu'il est important que les dirigeants de ce pays prennent leurs responsabilités. On n'a pas forcément besoin d'aller au matraquage, aux répressions, avant de pouvoir dire le droit. Je crois que il est important de rappeler les uns et les autres à leurs responsabilités. Alors Ferdinand, avant de poser la question, je voulais insister sur un point qui, à mes yeux, semble fondamental, qui a été développé tout à l'heure par Maître Afam-Medi, mais il faudrait insister là-dessus. Cette loi-là, avant qu'elle n'arrive à l'Assemblée nationale, elle a suivi, le projet de loi a suivi tout un circuit. C'est des gens qui l'ont élaboré. Après, le projet est passé par le secrétariat du gouvernement. Le projet est passé en lecture au gouvernement. Le gouvernement l'a adopté. C'est allé au Parlement. Au Parlement, c'est passé par la commission des lois. Après la commission des lois, c'est passé devant l'Assemblée nationale qui l'a adopté. Comment se fait-il que dans tout ce circuit-là, personne n'a détecté les caractères anticonstitutionnels de la loi? Et pourtant, le secrétariat du gouvernement est assuré par un juriste, publiciste de droit, publiciste au-delà de tout. Et dans le gouvernement, il y a des juristes. Vous avez là Maître Amadou, vous avez Maître Tchalim qui est un docteur en droit, tout ça. Personne, mais c'est nous, personne n'a vu le caractère anticonstitutionnel de la loi. La loi est partie à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Comme son nom l'indique, c'est une commission des lois. Et donc, dans la lecture, dans l'étude, on devait se rendre compte que des dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et mettre fin à cette pagaille. Personne ne l'a vu. La loi est passée devant l'Assemblée nationale, les gens ont voté, il y a des juristes là-bas. Est-ce que ces personnes l'ont vu ou bien tout le monde a fait semblant de... Moi je me rappelle le 19 février, c'est à 5 h du matin que les députés sont arrivés là-bas, puisque on avait dit qu'on devait faire un sitting là-bas à 8 h. 5 h ils sont déjà là. Il a suffi qu'on tape du poing sur la table, les gens ont levé la main. C'est voté, c'est fini.
Donc les gens n'ont même pas pris le temps de lire pour comprendre les subtilités qui sont dans la loi. Donc ça pose même le problème fondamental du fonctionnement même de nos institutions. Rappelez-vous, il y a cela 2 mois, une loi avait été votée sur les télécommunications. Cette loi a été présentée devant les députés par la ministre des Postes et des Télécommunications, je crois, Madame Sina Lossol. Mais dès que la loi a été votée, 2 semaines après, quand il fallait appliquer la loi, on a vu que la loi était contraire à la Constitution. Et donc il y avait des dispositions qui ne permettaient pas d'appliquer la loi parce qu'il y avait des problèmes entre la RTP et le ministère de la Communication, le ministère des Postes et des Télécommunications. Il a fallu retourner au Parlement pour revoter la loi en expurgeant des dispositifs qui étaient contraires ou des dispositifs qui créaient des problèmes. Donc, fondamentalement, il y a un problème de fonctionnement de nos institutions. Il y a une légèreté dans le traitement des dossiers depuis leur élaboration en passant par le Conseil des ministres jusqu'au Parlement. Donc je crois que cette loi-là, on a voulu la voter à la USAT, on a fait les choses précipitamment et nous n'avons cessé de le dire. Toutes les dispositions que la Cour constitutionnelle vient de retoquer ont été copiées au Bénin. Des gens sont allés au Bénin, les gens qui sont à la HAC, ils sont allés au Bénin pour copier des choses, pour venir nous imposer au Togo ici. Alors voilà, et c'est tout. Et puis on n'a pas réfléchi au-delà de ça. On est allé au Bénin, on a dit, bon, comment vous faites ici? Nous, il y a des journalistes qui nous embêtent au Togo, donnez-nous des dispositions, on va aller plaquer ça au Togo pour les frapper. Et ils ont copié, ils n'ont pas suffisamment réfléchi, ils ont collé, et voilà que toutes ces dispositions qui ont été introduites ont été retoquées par la Cour constitutionnelle. Alors, Ferdinand, il y a une question très simple aujourd'hui, que la loi a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Vous, au niveau des organisateurs de presse, est-ce que la bataille s'est terminée? Non, pas du tout. Nous sommes extrêmement vigilants. Et nous allons nous réunir pour faire une analyse de la situation. Nous convoquerons d'ici peu une assemblée générale. Comme nous l'avons toujours dit, la parole est toujours aux journalistes. C'est aux journalistes de décider de la démarche à suivre. Et donc nous allons convoquer une assemblée générale et décider de la suite à donner. De toutes les façons, c'est quelque chose de positif, mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous restons extrêmement vigilants et mobilisés, et nous allons continuer la bataille parce qu'il y a d'autres défis qu'il faut relever. Et aujourd'hui, au niveau des 8 organisations qui se sont mis ensemble, nous sommes en train de former une synchronie des professionnels des médias. Nous allons formaliser cette synchronie-là, mettre une coordination en place. Des partenaires nous ont demandé de faire un mémorandum sur la situation de la presse au Togo. Le mémorandum est en train d'être écrit, nous allons le rendre public. Nous allons diagnostiquer ensemble les vrais problèmes de la presse togolaise parce que, comme nous l'avons toujours dit, les problèmes sont ailleurs. On a voulu faire croire que c'est les dérives qui sont des problèmes, encore qu'il faut savoir ce qu'on appelle par dérive dans notre contexte actuel. Il faut relever les vrais problèmes de la presse togolaise et demander à l'État de régler pour une fois de bon ces problèmes-là parce que vous ne pouvez pas avoir des entreprises de presse qui ne tiennent pas et demander aux journalistes d'être professionnels. Et donc, nous avons suffisamment du travail à faire et je crois que c'est ensemble avec les journalistes, l'ensemble de la corporation que nous arriverons à faire ce travail-là et je crois que la lutte continue. D'accord, le juriste est toujours avec nous, Maître Gilles Benoît Famedi. Il y a une question qui se pose toujours en de pareilles circonstances. C'est celle de savoir qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce une personne physique ou une personne morale? Non, je voudrais quand même clarifier cette situation et vous dire qu'il y a 4 catégories de personnes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action. Il y a d'abord le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et un 5e des députés de l'Assemblée nationale. Donc, il faut que ça soit clair. Maintenant, il faut vous rappeler qu'il y a 2 formes de saisine de la Cour constitutionnelle. Il y a la saisine par voie d'action, c'est le cas du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et des 1/5e de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a la saisine par voie d'exception. Ça voudrait dire qu'il peut arriver qu'un citoyen togolais soit devant une juridiction et il constate qu'une loi lui a été appliquée anticonstitutionnellement. C'est-à-dire que la loi qui lui a été appliquée est anticonstitutionnelle. Donc il a la possibilité de soulever l'inconstitutionnalité de cette loi devant la juridiction. Cette juridiction se doit de surseoir à statuer. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas rendre la décision et saisir la Cour constitutionnelle qui se doit
de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Je crois que c'est clair, c'est fondamental, c'est le b.a.-ba du droit constitutionnel. Alors, si un citoyen lambda peut avoir la possibilité de saisir aussi la Cour constitutionnelle, je me demande comment doit-il ou peut-il procéder? Non, mais c'est simple, c'est pas... je vous dis que c'est la juridiction devant laquelle il s'est retrouvé qui saisit. Parce que le citoyen, à un moment donné, constaté que la loi a été mal appliquée. C'est-à-dire que la loi n'est pas conforme à la Constitution. D'accord. Vous voyez. Donc vous pouvez vous retrouver devant la juridiction, on vous applique une loi, vous constatez que cette loi est anticonstitutionnelle, vous demandez à la juridiction de surseoir à statuer. Et cette juridiction doit saisir la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, c'est-à-dire sur la conformité de cette loi à la Constitution. C'est la saisine par voie d'exception. Donc vous venez de parler des personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle et aussi les différentes formes de saisine. C'est ça. Restez avec nous, Maître Gilles de Noir-Fangoli, parce qu'il y a d'autres questions qui me brûlent les lèvres. Celles-là ne sont pas forcément relatives à cette loi ni à cette décision de la Cour constitutionnelle. On va parler affaire incendie parce que dans cette affaire, vous avez été inculpé. Mais Ferdinand Ité, on va rester toujours avec vous. Grève des agents de banque et des assurances après les fonctionnaires, l'effet des mouvements d'humeur pourrait très prochainement contaminer le secteur des banques et assurances. Le Synbank, attendez, le syndicat national des banques, assurances et des établissements financiers et de microfinance, des établissements financiers vient de lancer un préavis de grève. On apprend que les jours à venir, eh bien, les agents des banques et assurances Ferdinand pourraient aussi entrer en grève, une grève qui interviendrait si éventuellement elle venait à être effective, après celle des fonctionnaires togolais qui a été, on va dire, un grand succès. Oui, je crois que les unes après les autres, les centrales syndicales se réveillent. C'est une bonne chose pour les travailleurs, parce que depuis que les syndicats de l'enseignement et de la santé se sont réveillés, je crois que les autres ont compris que s'ils ne se battent pas, ils ne pourront pas avoir assez à leurs droits. Et donc, c'est vrai, il y a ce préavis de grève des syndicats des banques et des assurances qui circulent pour mardi prochain, et je crois que ça va être une grève assez difficile qui va avoir sérieusement des impacts sur l'économie nationale. Vous savez que présentement, il n'y a pas assez d'argent dans le pays est difficile, et les banques qui vont se mettre en grève, ils ont même dit que les guichets automatiques ne vont pas fonctionner, et donc vous voyez que d'ici la semaine, d'ici le week-end, les gens vont se ruer dans les banques pour faire les opérations qu'il faut avant que... Oui, mais vous avez marqué un arrêt là-bas, mais on a l'impression finalement que de cette grève, véritablement, personne n'ose parler. Pourquoi? Non, moi je n'en sais rien. Parce qu'il suffit de faire un tour, enfin, il suffit de contacter par exemple certains membres du Synbank pour vous en convaincre. Bon, moi je n'en sais rien. De vous dire exactement s'il y a grève ou pas. Moi je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai vu le préavis de grève, je l'ai avec moi. Les agents des banques en parlent, leurs conditions de vie, leurs conventions collectives qui remontent à 1979. Donc il y a tellement de problèmes là-bas aussi qu'il faut régler. Et donc je crois qu'ils ont décidé d'aller en grève. Moi j'ai vu le préavis qui est bel et bien signé après une assemblée générale. Et donc voilà. Si peut-être les gens n'ont pas envie de s'afficher, c'est peut-être pour éviter les représailles. Bon, mais parce que les banques qui font grève, c'est quand même un secteur assez sensible. Le pays va tourner catégoriquement au ralenti. Il y a lieu... Et c'est qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement prenne la mesure de la situation, qu'on laisse de côté le dilatoire qu'on a l'habitude de faire pour régler pour une fois de bon les vrais problèmes qui se posent à la société, particulièrement le problème des travailleurs. Alors, Maître Afang-Bedi, les banquiers et les agents d'assurance qui vont aller en grève, en tout cas, depuis que je suis né togolais, je n'ai jamais vu cela. Et si cela arrivait, je me demande quelle pourrait être la conséquence, l'effet sur le... Non, je voudrais vous dire ceci. Il ne faut jamais faire le médecin après la mort. Je crois que ce que demandent les travailleurs, d'une manière générale, ce que demandent ceux-là qui veulent aller en grève, ce n'est pas de la mer à boire. Et je crois que c'est le moment d'interpeller. J'interpelle personnellement le chef de l'État. C'est lui le magistrat suprême de ce pays, le premier magistrat de ce pays. S'il constate que, et je crois qu'il le fait avec moi, s'il constate que ce que demandent
ces travailleurs et tous ceux-là qui veulent aller en grève est exact, est légitime, il n'a qu'à faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas besoin de faire ralentir les activités, de faire perdre aux Togolais des centaines de milliards. Je vous jure qu'une journée de grève, c'est des centaines de milliards. Donc s'il constate avec moi que ce qu'il demande est légitime, il n'a qu'à faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Il n'a qu'à faire en sorte que cette grève-là soit désamorcée. Parce que les Togolais aspirent au mieux-être. Les Togolais veulent manger 3 fois par jour. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile pour nous de nous subvenir. Parce que nous avons des problèmes. Il est difficile pour les Togolais de s'habiller. Il est difficile pour les Togolais de se loger. Je l'interpelle personnellement. Il n'a qu'à faire quelque chose. Je ne voudrais pas que des milliards perdent pour les Togolais avant qu'on ne se saisisse de ce dossier. C'est important et je l'interpelle. J'interpelle toutes les bonnes volontés, où qu'elles soient, pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Alors Ferdinand Haïté, la semaine dernière, la synergie des travailleurs du Togo lançait également un préavis de 10 jours à l'issue duquel, si aucune action n'est faite favorablement à cette plateforme revendicative, eh bien, il pourrait, les travailleurs togolais, passer à la vitesse supérieure en lançant un nouveau mode de grève. Et avant-hier, on apprend que le gouvernement a rencontré les représentants des centrales syndicales. Est-ce que c'était pour anticiper ou est-ce que c'est parce que le gouvernement voyait le danger venir? Et si oui, est-ce que c'était l'interlocuteur valable? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est toujours la stratégie de diviser pour régner. J'ai entendu hier un syndicaliste sur une radio, mais j'ai failli vomir. Je ne sais pas si les gens ont encore le sens du syndicalisme dont ils prétendent être. Et donc je crois que le fait pour le gouvernement de rencontrer les centrales syndicales en lieu et place de ceux qui ont lancé ce préavis de grève participe de cette stratégie de division, de mépris et de négligence. Vous savez, on a connu la même chose dans la presse. Quand on a commencé par dénoncer la loi, le président de la RAC est allé sur les médias pour dire que ce qui s'agit, ce sont les brebis galeuses qui ne représentent rien. Donc lui, il s'est permis de classifier les journalistes, les bons, les mauvais, ceux qui sont ses amis, ceux qui ne sont pas ses amis. Et le jour de la journée sans presse, il a pu constater lui-même le poids de ses amis dans l'espace médiatique togolais. Donc c'est la même chose qu'ils sont en train d'appliquer aux travailleurs, mais ça ne règle en rien le problème, parce que la synergie a prouvé, il y a de cela quelques semaines, qu'elle est bien installée sur le terrain, et quand le mot d'ordre de grève a été lancé, de Lomé jusqu'à Dapaon, les gens ont respecté le mot d'ordre de grève. Et donc si le gouvernement ne prend pas langue avec la synergie pour régler le problème, je crois qu'on ira de grève en grève. Et le Semban qui fait une grève, en arrière-fond, la STT qui dépose un préavis de grève, je crois que le gouvernement a du pain sur la planche, hein, non seulement une simple planche, mais une planche bien cirée. Et donc je crois qu'il faut prendre les problèmes et les régler une fois pour de bon, plutôt que de jouer au dilatoire, d'essayer de diviser les gens, d'essayer de déplacer les choses. Nous avons toujours dit beaucoup de choses dans ce pays, nous avons soulevé des cas et nous avons dit tout ce qui arrive dans ce pays peut rattraper le gouvernement demain. Vous savez, sur le plan même des droits de l'homme, hier je lisais une dépêche du journal Le Monde qui dit clairement que en France, la justice, la Cour de cassation en France a autorisé des poursuites contre le président Paul Biya et certains de ses collaborateurs. Et pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu en détention arbitraire et torturé un citoyen franco-camerounais qui est présentement en prison. Ça veut dire quoi? Que les choses sont en train de bouger. Et donc, ne posez pas des actes aujourd'hui qui puissent vous rattraper demain. Il y a plein de dossiers aujourd'hui qui sont en suspens, les dossiers de coup d'État, les dossiers d'escroquerie, où les gens sont détenus arbitrairement, des dossiers d'incendie. Demain, vous ne savez pas qui peut aller porter plainte ailleurs contre vous. Parce que ce qui vient de se passer en France contre le président Paul Biya, la plainte vise directement le président Biya lui-même. Parce que c'est sous sa responsabilité qu'on a torturé les gens. Et donc demain, c'est une jurisprudence dangereuse. Et je crois que les gens doivent réfléchir. Et donc si on revient au cas de ce qui nous concerne ici, il faut régler les problèmes pour de bon. Parce que quand il y a un gouvernement, le gouvernement est au service du peuple. Le gouvernement ne peut pas prendre le peuple en aversion. Et quand les citoyens posent des problèmes, personne ne vous répond. Dans notre cas,
On a écrit au président de la République, personne ne nous a répondu. On a écrit au président de la Cour constitutionnelle, personne ne nous a répondu. Mais dans une société normale, quand on vous écrit une lettre, vous répondez, même si vous n'êtes pas d'accord sur ce qui vous a été écrit. Donc vous voyez comment est-ce que les institutions même de la République fonctionnent. Et donc bon, nous, on regarde tout ça avec un regard étonnant, mais bon, c'est le Togo. On est là. Alors, Maître, tout à l'heure, Ferdinand l'a évoqué, c'est l'affaire d'incendie. Dans cette affaire, on sait que vous, là, ce n'est plus le juriste qui va parler, donc c'est l'homme politique, non, attention, pas l'homme politique, mais le défenseur des droits de l'homme qui est membre du collectif Sauvons le Togo. Maître, vous avez été inculpé avec interdiction de quitter désormais le territoire togolais, et jusqu'à quand? Non, mais je voudrais vous dire, et à tous ceux qui nous écoutent à l'heure où nous sommes, qu'effectivement, j'ai été inculpé avec mes camarades de lutte, Maître Ajavon, Maître Mandé-Attiaré, Jean-Pierre Fabre, Abbas Kaboua, Agbeomé, Gérard Dia, et bien d'autres personnes. Comme quoi, nous avons courant janvier 2013, depuis tant qu'on ne couvrait pas la prescription, adhéré à un groupement de malfaiteurs ayant préparé et commis les incendies de Kara et de Lomé. Je voudrais vous dire que, en ce qui me concerne particulièrement, je ne me reproche absolument rien. Parce que je ne suis pas rentré dans le canton le Togo pour faire de la pyromanie. Je ne suis pas rentré dans le canton le Togo en démissionnant de la tête de la carte Togo pour incendier les marchés, pour détruire les biens privés et publics. Je suis rentré au canton le Togo pour lutter pour un mieux-être des Togolais. Et ce que je fais, je ne le fais pas pour moi seul. Je le fais pour tous ceux qui sont Togolais. Qu'ils soient Togolais, résidents au Togo ou ailleurs, je le fais pour eux. Je fais même ça pour les étrangers. Puisque lorsque nous faisons en sorte que les lois qui nous régissent soient conformes à la Constitution, soient respectées à la loi, à la règle, je crois que c'est pour tout le monde. Donc, je voudrais tout simplement vous dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque vous voulez inculper quelqu'un, il faut qu'il y ait des indices graves et concordants Contre lui. contre lui. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis qu'aucun indice concordant et grave ne pèse sur moi. Alors, Maître, est-ce que... Parce que je voudrais vous dire que si on prend le marché de Lomé, ce marché déjà à 17h est fermé à clé. Et ces clés sont détenues par les agents de sécurité de l'EPAM et des agents de sécurité de l'État. Comment est-ce que moi, Gilles Benoît, ça veut dire, je vous dis que tel que l'inculpation a été posée, j'ai participé personnellement, je dis bien j'ai participé personnellement à la commission des incendies. C'est-à-dire que j'ai été incendié. Comment est-ce que moi, je peux faire cela? Vous savez, les femmes du grand marché de Lomé, que ce soit les femmes de toute l'étendue du territoire national, nous aident, elles nous viennent en aide, elles viennent à nos manifestations. Comment est-ce que, dans ces conditions, nous puissions être amenés à aller incendier leurs marchandises? Je crois que c'est ridicule. Alors, Maître, est-ce que, Ferdinand, avant que vous n'ayez la parole, Maître, est-ce que quelque part, vous n'enfreignez pas la loi lorsque vous répondez à une question sur votre inculpation dans l'incendie? Parce que le procureur de la République, c'est bien cela, non? Le doyen des juges d'instruction, justement, vous a, en tout cas, imposé des restrictions, par exemple, même votre prise de parole ou vos prises de parole sur le sujet, surtout au fond, tout ça. Est-ce que vous n'enfreignez pas finalement la loi? Non, non, je vais vous dire quelque chose. Il ne m'est pas dit de ne pas parler. Je voudrais que les citoyens togolais et le monde entier soient situés, soient compréhensifs dans ce sens. Il ne m'est pas interdit de parler, comme le pensent certains. Il m'est interdit de me prononcer sur le fond de l'affaire. Il ne m'est pas interdit de me prononcer sur le sujet d'une manière générale. C'est ce que je fais. Et je voudrais vous dire, pour finir, que mon Dieu, celui que j'adore, celui que je vénère, me fera justice. Il fera justice à Jean-Pierre Fabre. Il fera justice à Abbas Kaboua.
Il fera justice à Jean Éclos. Il fera justice à Kwande Adjari. Il fera justice à Maître Achavon. Il fera justice à M. Agbeme Kodjo, à M. Gérard Adja et à tous ceux qui sont injustement. À Mme Suzanne Dobé. À Mme Suzanne Dobé. Je dis tout le monde. Tous ceux qui sont injustement impliqués dans cette affaire. Alors, Ferdinand Messaïté, nous sommes, on va dire, à l'approche des élections législatives et locales. Et voilà, on demande par exemple à Jean-Pierre Favre Baskaba de ne pas aller au-delà de Lomé. On se demande si tout cela vont rester dans ces conditions jusqu'à l'organisation des élections. Non, moi je peux encore parler parce que je ne suis pas inculpé. Donc, je crois que cette histoire d'enquête sur les instances, c'est une comédie et c'est une comédie qui dure trop. Parce que quand vous voyez tous ceux qui ont été inculpés, soit arrêtés ou mis en liberté provisoire. Et quand vous connaissez ce qu'on appelle la psychologie du crime, il est quand même incroyable que tous ces gens-là se soient mis ensemble pour programmer, pour programmer un crime. Vous comprenez ça? Tout ce monde-là, vous avez vu, tous ces gens-là se sont mis ensemble, faire des réunions pour commettre un crime. Ça, c'est un. De deux, et on reproche à des gens, parce qu'on a pris des jeunes qui crachent des noms comme ça, parce qu'on leur a dit, bon, aidez-nous, dites que c'est vos leaders, après on va vous donner un paradis, vous irez en Europe, tout ça, et des jeunes parlent, ils sortent les noms. Mais il y a un jeune qui accuse Abbas Kaboua d'avoir participé à une réunion, et où est le jeune? On ne le voit pas, on dit qu'il a fui. Ça, c'est un. De deux, la date que le jeune donne, le 5 janvier, cette date-là, ils ont fait une réunion, ils ont programmé de brûler les marchés. Abbas Kaboua n'était pas au Togo, il était en France. Oui. À moins que ce soit son sosie qui ait participé à la réunion ou qu'il ait participé à la réunion par vidéoconférence. Ou à moins qu'il ait le don d'ubiquité. Malgré ça, on l'inculpe. Donc vous voyez que, comme ça s'est fait dans l'affaire Bodjo, entre-temps, il y avait déjà des fiches d'inculpation avant que les gens n'arrivent. C'est déjà rempli. Donc, quoi qu'on dise, c'est que tu sors inculpé. Et peut-être l'objectif, c'est de maintenir les gens sur place pour ne pas leur permettre d'aller sur le terrain pour préparer les élections. Mais au-delà de tout ça, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas diligenté une enquête administrative pour situer les responsabilités sur le plan administratif. Maître vient de le dire. Mais les marchés sont sur des responsabilités des gens. Pourquoi jusqu'à ce jour, parallèlement à l'enquête judiciaire, on n'a pas diligenté une enquête administrative pour situer la responsabilité du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales sous lequel sont les marchés, pour situer la responsabilité de l'épargne et de ses agents, notamment la directrice du marché, l'entreprise qui est chargée de faire la sécurité du marché et tout le reste. Et ensuite, la responsabilité du ministère de la Sécurité qui est en charge aussi des marchés. Et donc, tout ça, vous voyez que c'est une comédie, une enquête fiction où on a décidé quelque part de maintenir les gens sur terre ou de les empêcher de sortir. Et Abbas Kaboua particulièrement, on dit de ne pas sortir de Lomé alors qu'il vit à Goué. Administrativement, Lomé s'arrête à GTA. Donc, tout ça, ça fait un peu rigolo. Et tout ça là arrive quand même, Ferdinand, ça se passe à quelques encablures des élections législatives et locales, et demander à des responsables politiques, notamment de l'opposition, de ne pas sortir de Lomé, c'est quand même... oui, mais c'est ça. L'objectif, c'est de les empêcher d'aller à l'intérieur, de participer au meeting, d'animer. Mais est-ce qu'on en sera là? Je crois même qu'ils vont s'en servir peut-être pour empêcher certains de participer aux élections en disant, bon, vous êtes sous inculpation, on ne peut pas accepter vos candidatures. Et c'est loin ainsi. Ouais. Merci en tout cas, Ferdinand Messaïté, Maître Afan Béti. Peut-être un dernier mot rapidement pour vous deux. Oui, non, je voudrais justement vous dire que je vous remercie une fois encore. Je remercie une fois encore les journalistes qui se sont battus au prix de leur sang pour obtenir de la Cour constitutionnelle cette décision. Et vous dire que je voudrais terminer par cette affirmation du père Joseph Wresinski. Une affirmation qui m'est chère et à laquelle je me réfère tous les jours. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter, c'est un devoir sacré. Dites-vous que c'est un devoir sacré pour nous, de faire en sorte que les choses soient améliorées dans notre pays pour le bien de nous tous. Je vous remercie. Voilà. Bon, moi, je voulais saluer la mobilisation, le courage de tous les journalistes, et puis au nom des 8 organisations, leur dire de rester toujours mobilisés et d'attendre de nous un mot d'ordre qui arrivera bientôt. Il y aura une assemblée générale. Et enfin, avant de partir de ce studio, je voudrais présenter au nom de nos organisations nos condoléances au directeur de cette radio, M. Flavie Johnson, qui a perdu sa mère, qui l'enterre ce matin. Et donc nous sommes de cœur avec lui. Hier, certains parmi nous ont été à la veille, et donc d'autres seront aujourd'hui à l'enterrement. Et donc nous avons cette pensée particulière pour lui ce matin. Nous présentons
les condoléances au nom des journalistes et des organisations.